Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation de Mythe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aborde encore trop peu pour le moment. Il s'agit du lipœdème. Je suis en compagnie d'Aurélie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos précédentes conversations sur YouTube en tapant les conversations de Mythe et bien sûr, pensez à vous abonner. Salut Aurélie. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Je suis Aurélie Legrossec, je suis diététicienne depuis plusieurs années et je travaille aujourd'hui exclusivement avec des patientes qui sont atteintes de lipœdème ou qui pensent l'être et qui souhaitent améliorer leur alimentation, atteindre leur objectif, toujours dans cette dynamique de garder dans un petit coin de la tête qu'il y a le lipœdème à prendre en considération. Ça représente combien de pourcentage de ta patientèle, tu dirais ? 100%. Allez, non, 99,9%, Okay. Parce que j'ai un petit contrat avec une association qui prend en charge des personnes qui sont en rémission de cancer. Donc, c'est ma petite partie à côté pour voir du monde. Mais sinon, ouais, c'est 99% de ma patientèle aujourd'hui. Ok, donc tu t'es hyper spécialisée dans ce domaine. Ouais. Tu communiques sur ça sur les réseaux. Ouais, uniquement. Et en fait, t'as que des personnes atteintes de lipœdème qui viennent te voir, quoi. C'est ça, Ok. c'est ça. Ça s'est fait petit à petit. Ouais. Tu as commencé à proposer ce genre d'accompagnement il y a combien de temps ? C'était il y a 2 ans. Ok, donc c'est rapide quand même. Ouais, il y a 2 ans. Moi, j'avais mon cabinet à la base en présentiel. Je faisais les consultations, tout venant. Perte de poids. Rapport à l'assiette, troubles digestifs, peu importe. Enfin, les gens venaient. Je découvrais ce qu'ils voulaient. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me faire connaître dans le milieu du lipœdème parce que je faisais des formations complémentaires et j'étais sur des groupes Facebook. Donc, étant moi-même atteinte, j'étais dessus, à la base de manière totalement privée. Et en faisant mes formations complémentaires, j'avais besoin de patients tests, entre guillemets, pour tester les nouvelles choses que j'apprenais en DU, en formation. Et donc, je voulais rester dans le milieu du lipœdème pour travailler toutes ces choses-là. Et donc, j'ai commencé à aller chercher des gens sur les groupes Facebook gratuitement pour faire des tests sur les choses que j'apprenais. Et puis, les gens commençaient à me connaître petit à petit. Et puis, ça a créé un engouement, on va dire, chez moi. Il y avait une vraie demande, en fait. C'est simplement ça. Complètement. Aujourd'hui, une diététicienne qui connaît le lipœdème, il y en a. Il y en a très peu. Il y en a d'ailleurs certaines qui sont atteintes et avec lesquelles je communique régulièrement. Mais des patientes qui recherchent vraiment une diététicienne qui connaît le lipœdème, il y en a vraiment qui connaît la prise en charge, il y en a peu. Ouais. Et tu as encore ton cabinet en présentiel dans ta ville ? C'est terminé cette époque ? Non, c'est terminé. En fait, j'ai profité d'un déménagement pour me dire, est-ce que ça serait pas le moment de passer 100% sur le lipœdème. J'avais 50-50 à l'époque, 50% en visio pour le lipœdème, vu que c'est un petit peu partout en France, j'attendais pas que les gens ils viennent dans mon cabinet. Puis j'avais 50% dans mon cabinet en présentiel de tout venant. Et puis j'ai sauté le truc. J'ai dit, allez, j'ai envie de bosser là-dedans. C'est le moment, je me lance, on verra. Au pire, je retrouverai un cabinet si j'ai besoin un petit peu plus tard. Puis en fait, ça a fonctionné. Et même trop bien. Et c'est là où on voit la demande. La demande, oui. Donc, t'es 100% visio. Ouais, 100% visio, ouais. Ok, super intéressant. Ça, c'est déjà très intéressant pour les diètes qui vont écouter et qui se demandent s'il faut se spécialiser ou pas, ou s'ils doivent être en cabinet. Ça donne aussi un retour d'expérience qui est le tien et qui peut peut-être être inspirant pour eux. Ouais, la visio, ça marche bien. Avec la diététique, c'est pas obligatoire d'être en présentiel. Et puis, je pense que le Covid a aidé aussi. Moi, j'ai ouvert mon cabinet dans la période Covid. Donc, j'ai profité de cette situation qui était un peu catastrophique pour la France pour finalement me dire je vais proposer mes services par ce biais-là. Et les gens étaient totalement OK. Ouais, donc ils étaient prêts à faire le déplacement et certainement pour te rencontrer aussi directement. Il y a un petit côté rassurant pour certains quand même. Ils aiment bien, il y a certaines personnes qui aiment bien aller voir au moins une fois la personne en vrai. Bon, on parle beaucoup du lipœdème, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Déjà, c'est une maladie. C'est important de le dire, une maladie chronique qui va toucher le tissu conjonctif et en particulier le tissu graisseux.
le tissu graisseux étant un tissu conjonctif. Donc ça touche quasi exclusivement des femmes, 99%. On parle très peu du petit pourcentage d'hommes qui est atteint. Et puis ça touche à peu près une femme sur 10 en France. Okay. Donc ça, on est plutôt clair là-dessus. Alors, il y a des gens qui vont dire une femme sur 12, une femme sur 8, on s'en fiche un peu. En bref, tout le monde connaît quelqu'un atteint de lipœdème. Et c'est ça qui est fort, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge réellement proposée à ces femmes-là. En fait, ça va se manifester par l'apparition de tissus graisseux, en particulier au début au niveau des jambes, de manière bilatérale, des deux côtés. Ça touche de la même manière les deux jambes. Et ça va se positionner sur des endroits où, normalement, il n'y a pas forcément de graisse. Les chevilles, les genoux. On appelle ça d'ailleurs la maladie des jambes poteaux. Ouais. Parce que la disposition du tissu graisseux, elle est très significative. Hein. On ne voit plus la forme de la jambe. C'est une maladie qui va créer des douleurs, de l'inconfort. Porter des vêtements, c'est compliqué. De sentir le tissu qui touche les jambes, c'est particulièrement éprouvant pour certaines. La douleur, elle est dépendante de chacune. Il y a des femmes qui ont un peu mal, il y a des femmes qui ont beaucoup mal et pour qui la douleur est vraiment insupportable. Et puis, il y a de la lourdeur. On a l'impression d'avoir comme un boulet de chaque côté à porter au niveau des jambes. Il y a un aspect celluliteux très marqué. En fait, la graisse, histologiquement, elle est regroupée en nodules. Et il va y avoir tout un tissu fibrineux qui va entourer la graisse, qui est très, très, très présent par rapport à une graisse normale, et ce qui crée vraiment des nodules. On le voit sur des stades développés, cette graisse qui va pas être harmonieuse sur la jambe, mais qui va créer vraiment des amas. Ok, et on les voit à l'œil nu ? Ouais. On les nodules, en fait, on regarde sur Internet, un lipœdème stade 3, et on voit bien la graisse qui est présente, jambe poteau, et vraiment les nodules localisés à certains endroits de la jambe. Je te parle de la jambe là, mais il y a différents types de lipœdème. Et il y a des femmes qui vont manifester au niveau des bras. Okay. Soit rapidement, soit au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Et puis ça peut toucher d'autres parties du corps, le ventre, le cou, la poitrine, le dos. Les études aujourd'hui montrent que ça peut se mettre un petit peu partout dans le corps au fur et à mesure de la progression. Tu disais stade 3, c'est le stade le plus élevé ? Ça dépend de la typologie. En règle générale, on dit que ça va du stade 1 au stade 3, mais il y a certaines typologies qui vont dire stade 4. Stade 3 où ça commence à être vraiment bien développé, et puis stade 3-4 où on a un lipolymphœdème, où en fait on a une vraie altération de la circulation lymphatique, avec un lymphœdème secondaire pour le coup qui vient se développer en parallèle. Justement, quelle est la différence entre lipœdème et lymphodème ? En soi, le lymphœdème, c'est vraiment une pathologie du système circulatoire lymphatique. Donc souvent, le lymphœdème, il est secondaire à quelque chose. Il y a des femmes qui vont avoir, je parle des femmes pour les cancers du sein par exemple, qui vont avoir des curetages ganglionnaires et donc vont se retrouver avec un lymphœdème au niveau d'un bras du côté du curetage. Souvent, le lymphœdème, il est que d'un seul côté, unilatéral. C'est déjà une différence pour faire la différence entre les deux. Oui, tout à fait. Et il va y avoir en fait un gonflement. Le membre, il est gros parce que gonflé, engorgé d'eau, finalement de fluide, et pour le coup ça peut être aussi suite à des maladies génétiques. Il y a des maladies génétiques rares qui créent une grosse jambe sur les deux, et ça va toucher, on le voit, tout le système circulatoire, le pied compris ou la main comprise. Donc là, on voit bien, la main, généralement, elle est gonflée, le pied est gonflé également. Il y a tout un tas de signes sur lesquels je ne reviendrai pas parce que ce n'est pas mon domaine, qui permettent concrètement de pouvoir distinguer les deux. Okay. Mais ça va bien trop loin pour la diététique. Et vraiment, là, la problématique, elle est circulatoire. Pour le lipœdème, ce qui est pathologique, c'est la graisse, à proprement parler. Il y a ce que je parlais tout à l'heure, le tissu fibrineux qui entoure les cellules graisseuses. Il faut vraiment voir les cellules graisseuses à l'intérieur des jambes qui sont disséminées. Et les cellules graisseuses sont entourées d'une fibrine. Ça, c'est physiologique, c'est normal. Chez la personne qui est atteinte de lipœdème, cette fibrine est très épaisse, très surdéveloppée. Et ça vient créer une sorte de barrière protectrice, si je pouvais vulgariser ça comme ça, qui rend les contacts avec l'extérieur plus difficiles. Okay. Il y a des fluides supplémentaires à l'intérieur des tissus. Donc, ça donne un peu le même aspect
entre le lipœdème et le lymphœdème, sauf que le lipœdème, c'est vraiment de la graisse avec des fluides. Et le lymphœdème, on n'est que sur du fluide. Okay. Le lipœdème, les deux côtés. Ouais. Le lymphœdème, juste unilatéral. Okay. Et l'autre distinction qui est assez significative, surtout sur les stades 1 à 3, c'est que pour le lipœdème, ça ne touche pas les pieds, ça ne touche pas les mains. Ok. On a ce qu'on appelle au niveau de la cheville, un manchon. Pas chez tout le monde, attention. Hein. Il y a vraiment des disparités entre les personnes atteintes de lipœdème, mais on voit le pied, et puis hop, l'apparition graisseuse. Et ce qui fait qu'on ne voit pas la démarcation de la cheville. Oui. Ouais, ça fait vraiment un manchon. Et pareil, au niveau des bras, au bout d'un moment, quand ça se développe, on peut avoir vraiment une démarcation très, très nette. Ça, c'est quand il n'y a pas de lymphœdème associé. Oui. Quand il y a le lymphœdème associé, après, bien évidemment, c'est plus complexe. Est-ce qu'on connaît les causes du lipœdème ? Oui, on commence à comprendre, même si on ne comprend pas tout. On sait que c'est une maladie qui s'installe sur une prédisposition génétique. On a identifié plus d'une dizaine de marqueurs génétiques pour cette maladie. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'il y a une personne qui va développer et une autre qui ne va pas le développer ? Alors ça, c'est plus complexe par contre. Oui. On n'a pas tout compris à ce niveau-là. On sait qu'il y a une histoire d'hormones là-dedans, potentiellement les hormones sexuelles, œstrogènes. Il y aurait des problématiques de capteurs à œstrogènes de récepteurs, à œstrogènes sur la cellule graisseuse qui est malade. On n'a pas vraiment bien compris. Tout ce qu'on voit, c'est que le lipœdème, il va se développer particulièrement dans les périodes de bouleversements hormonaux féminins. Puberté, grossesse, prise de pilules, ménopause, personnes qui vont faire une FIV, PMA. C'est des périodes à risque. Okay. C'est à risque, c'est des moments où on a le tissu graisseux qui peut se multiplier et des chamboulements hormonaux associés. Et là, généralement, c'est la période où ça flambe. Donc, est-ce qu'il y en a, ça se déclare le plus souvent donc, chez les femmes qui commencent à prendre la pilule ? Est-ce que c'est là qu'on observe ? Ou alors, est-ce que c'est plus au moment d'une grossesse ? En règle générale, c'est plus à la puberté. Ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est propre à chacune. Okay. Une grande majorité, la puberté. En règle générale, c'est vraiment que la puberté. C'est pas la prise de pilule. La prise de pilule, là-dessus, ça vient généralement surajouter les effets sur le lipœdème. La grosse population, c'est ça. Après, il y a une autre partie de la population qui va développer son lipœdème avec une grossesse, avec une FIV, même à la ménopause, hein. Il y a certaines femmes qui vont découvrir qu'elles ont ça à la ménopause et jusque-là, elles ne le savaient pas. C'était contenu. Donc, mais en règle générale, c'est la puberté. On se retrouve avec des petites jeunes filles qui commencent à avoir les jambes qui gonflent de manière un petit peu spontanée. Enfin, voilà, elles se retrouvent avec des jambes gonflées sans trop comprendre ce qui leur arrive au départ, quoi. Oui, tout à fait, parce que la puberté, c'est vraiment un moment où on prend de la masse grasse. Ouais. Nous, les femmes, on se développe, on développe notre corps féminin et on commence à prendre de la masse grasse, et ça, c'est normal. Mais là où il y a une problématique avec la femme atteinte de lipœdème, la petite adolescente, c'est qu'elle va se rendre compte que ça se développe au niveau des jambes. Mince, il y a un truc qui n'est pas comme chez ma copine, là. Mmh. C'est pas normal. Au début, il n'y a pas forcément de douleur. C'est surtout esthétique, dans les tout petits balbutiements. Mais là, il y a un truc qui se passe. C'est quoi le schéma, normalement, traditionnel ? Donc, est-ce que c'est le médecin qui va poser le diagnostic ? Comment ça marche ? Oui, c'est le médecin qui pose le diagnostic. Mais c'est pas aussi simple que ça dans les faits. Parce qu'aujourd'hui, les médecins sont très peu informés sur la maladie. Normalement, c'est un médecin angiologue qui doit diagnostiquer la maladie. C'est ce qui se fait d'ailleurs en France. Le problème, c'est que pas d'information médicale. Les médecins ne connaissent pas, même les angiologues, hein, pour qui c'est le métier de diagnostiquer ça, ils ne sont pas forcément informés. Et quand ils le sont, parfois, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent dire à leurs patientes, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils peuvent avoir des conseils assez maladroits. Donc là, c'est vraiment une grosse problématique aujourd'hui. On a en moyenne 19 ans d'errance diagnostique. En moyenne, hein. Donc, il y a des femmes qui vont avoir leur diagnostic au bout de 19 ans. Moi, je crois que je suis rentrée dans les stats, c'est à peu près ça. Ouais. Mais sinon, il y a des femmes qui n'auront jamais de diagnostic. Jamais. À qui, c'est souvent des femmes qui vont consulter leur médecin, leur angiologue, en disant « j'ai mal aux jambes, c'est douloureux, je ne comprends pas », qui on va passer complètement à côté.
perdez du poids, faites du sport, ça ira mieux. Et malheureusement, on crée un cercle vicieux où les gens ne savent pas ce qu'ils ont et vont même adopter des comportements qui vont être délétères pour le lipœdème. Ça se voit à l'œil nu? Toi, tu saurais le voir comme ça chez une patiente? Je suis devenue une experte. Mais je pense que toute femme atteinte de lipœdème est experte pour reconnaître ce qu'on appelle une lipogirl. Ouais. On reconnaît au premier coup d'œil, même avec des vêtements, potentiellement. Ah ouais. Okay. En règle générale, une femme atteinte de lipœdème se cache. Pas toutes. Au niveau de l'insatisfaction corporelle, on ne la gère pas toutes de la même manière. Mais une grande partie met des vêtements, plutôt des amples, pantalons amples. C'est les jambes, quoi. Ouais, c'est ça. Déjà, d'une part, parce que c'est compliqué de trouver des vêtements adaptés à la morphologie, parce qu'il y a quand même un buste qui est assez fin et des jambes qui sont plutôt épaisses. Donc déjà, trouver des vêtements, c'est compliqué. Et une fois qu'on les trouve, on les veut amples, parce qu'on gonfle, parce que c'est douloureux. Le frottement, il faut rappeler, un frottement avec les vêtements, il n'est pas agréable. Une femme avec un petit buste, on voit que le bas, il est assez épais, qui porte des pantalons un peu pas de def, un peu larges. Potentiellement, on l'a jamais vu en jupe. On pourrait penser que. Tu vois, moi, je suis en train de me dire que je suis peut-être passée à côté chez certaines patientes. Mais forcément. Oui, ouais. Forcément. Parce que même moi, quand j'avais mon cabinet en présentiel et que je faisais pas de spécialisation sur le lipœdème, j'ai vu des femmes atteintes de lipœdème. Je les ai reconnues, je les ai vues. Mais dans leur discours, ne serait-ce que ça. Je perds pas des jambes, j'ai mal aux jambes, j'ai beaucoup de cellulite, je fais des efforts, mais je perds en haut et pas en bas. C'est des discours qu'on retrouve quand même régulièrement. Donc forcément. Et comment nous, on peut agir? Parce que c'est aussi le moment de faire un peu de prévention, mais aussi peut-être de mettre sur le bon chemin la patiente qui vient nous voir, parce qu'il y a des patientes qui spontanément vont dire « Non mais regarde Justine mes jambes » ou « Regarde mon ventre ». C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas peur pour le coup de me montrer certaines parties de leur corps. Si on suspecte ça, moi je ne suis pas du tout spécialisée dans le lipœdème, mais avec ce que tu m'as expliqué, j'ai une petite intuition, un petit feeling, je vois que les jambes sont un peu gonflées, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Va chez ton médecin, parle du lipœdème, renseigne-toi. C'est toujours délicat. À voir Aurélie. Alors Aurélie, elle est bookée. Tu peux pas, Aurélie, il y a déjà trop de monde. Pour le coup, c'est toujours très délicat et c'est un questionnement que j'ai eu avec d'autres personnes qui militent pour le lipœdème et qui sont également professionnels de santé. Est-ce qu'on dit à la personne qu'on suspecte un lipœdème? Alors déjà, on va pas lui dire t'as un lipœdème parce qu'on n'est pas médecin, hein, ça c'est clair. C'est sûr, ouais. Par contre, si on le suspecte, est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on le dit pas? C'est un grand questionnement. Alors moi, j'aurais tendance à dire, je pense que maintenant, je me permettrais de le dire, bien sûr. Tu sais, je pense que s'il y a vraiment un professionnel une personne qui doit avertir, c'est le professionnel de santé. Et nous, étant professionnels de santé, je pense que ça fait partie de notre attribution. Par contre, c'est vrai que c'est délicat. Ouais. Parce que c'est quand même une pathologie, ça vient remuer. Et derrière, ce qu'on va proposer en termes de prise en charge, c'est pas forcément ce que la personne a envie d'entendre. Donc, il faut y aller avec des pincettes, toujours avec bienveillance. Il me semble, dans ce que vous décrivez, qu'il pourrait y avoir une probabilité... J'en robe. Bien sûr, mais c'est ce que je fais aussi. Il pourrait y avoir une probabilité mais il faut quand même peut-être vérifier. Ça pourrait être important d'investiguer, parce que s'il y a vraiment ça, la prise en charge, elle doit être adaptée. Mais oui, je pense que ça fait partie de notre devoir d'informer, parce que si c'est pas nous qui le faisons, possiblement, soit elle va passer complètement à côté du diagnostic toute sa vie et son lipœdème va s'altérer, ou pas, parce que ça dépend de chacune. Ou alors, elle va se retrouver un jour avec un conseil maladroit et pas du tout bienveillant, pour le coup, et elle va se prendre une claque, en fait. Vaut mieux que ça soit bien enrobé et dit par un professionnel de santé, effectivement. Et donc, on oriente vers le médecin généraliste en tout premier. En tout premier, il n'y a pas le choix. Parce que même si c'est le médecin angiologue qui diagnostique, c'est le médecin généraliste qui va faire le courrier d'adressage au médecin angiologue. Il existe depuis quelques temps, depuis quelques mois, une association qui s'appelle Lipofrance, qui a été fondée par des femmes merveilleuses, qui sont pour la plupart professionnelles de santé, mais pas tous. Il y a une médecin qui a fait sa thèse sur le lipœdème, il y a une infirmière qui est également ostéopathe, et puis Harmonie qui n'est pas professionnelle de santé mais qui milite énormément là-dessus. Et elles ont créé des flyers
dépliants qu'on trouve donc sur Instagram LipoFrance, mais je pense qu'elle doit avoir une page internet, je pense, je ne suis pas sûre, pas certaine. Et en fait, on peut télécharger ces flyers et les donner aux professionnels de santé. Ok. Et ça, c'est important parce que si le médecin il connaît pas et qu'il n'a pas le temps de s'informer, bah, ça peut passer aussi par le patient. Je pense que c'est comme ça aussi, à force d'entendre parler. Ah bah oui, ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce truc-là. Bah c'est quoi? Mais eux, ils n'ont pas le temps d'aller chercher. Si là, d'un coup, on arrive à la consultation avec le petit papier, bah tenez, regardez, il y a l'association française qui a été faite et qui a fait un truc pour vous, pour savoir c'est quoi les stratégies thérapeutiques, c'est quoi la maladie. On leur facilite quand même grandement la tâche, quoi. Et on participe aussi à améliorer la prise en charge. Oui, totalement. Donc oui, l'idée c'est là. Et puis, oui, allez voir votre médecin généraliste. Il faut aller voir un médecin angiologue pour être diagnostiqué. Et vous pouvez trouver le flyer sur LipoFrance, par exemple. Mais Amélie a fait une page. Amélie.fr a fait une page il y a peu de temps on est sur le lipœdème. Tout ça, oui. Ouais. Donc ça fait pas longtemps. Okay. Donc, il y a des informations aussi là-dessus. C'est surtout pour le grand public, mais bon, ça peut quand même faire avancer un peu la réflexion du médecin aussi. Ça fait combien de temps qu'on diagnostique le lipœdème en vrai? Parce que toi, t'es passé par là, donc tu as dit que tu avais eu quasiment 19 ans d'errance. Donc, est-ce que c'est parce qu'on ne connaissait pas cette maladie? On ne savait pas... Alors, en vrai, elle est connue, cette maladie, elle est connue. Entre guillemets, elle est référencée comme telle par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, depuis quand, je ne sais pas exactement. À la base, si mes sources sont sûres, historiquement parlant, c'était pas considéré comme une pathologie, comme une maladie. C'était considéré comme un syndrome. En bref, il y avait un ensemble de symptômes. On met tout ensemble, ça fait un syndrome. C'est pas une pathologie, mais on l'étiquette comme tel. Et à la base, c'était étiqueté comme ça. Et j'ai discuté avec certains médecins qui m'ont dit que dans leur manuel de médecine, encore aujourd'hui, c'est toujours catalogué comme tel. Okay. Alors aujourd'hui, dans les livres de médecine, c'est une phrase. Hein. Le syndrome du lipœdème, c'est ça. Hop, on passe à la suite. Donc autant te dire qu'ils ne s'en rappellent pas, et puis que quand bien même ils ont envie d'aller rechercher ce petit truc-là, ça ne va pas leur apprendre beaucoup de choses. Après, quand est-ce que ça s'est passé comme classification pathologie en France? C'est pas le cas. Encore. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, oui, mais en France, c'est pas du tout le cas. Okay. On est à la ramasse en termes de considération, en termes de maladie. C'est pas considéré comme tel. Malgré tout, ça fait plusieurs années maintenant que des médecins diagnostiquent. Et finalement, il y a eu une énorme influence des réseaux sociaux dans cet événement-là. Souvent, ce qui parle aux femmes atteintes de lipœdème, c'est un reportage qu'il y a eu sur l'émission 7 à 8 à la télé un dimanche soir, alors je ne sais plus quand, il y a quelques années maintenant, où on voit une influenceuse parler du lipœdème et décrire son parcours de soins en Allemagne. Et là, ça a été la révélation pour beaucoup de femmes. Ah, mais c'est ça que j'ai, ce qu'elle est en train de décrire, c'est ce que j'ai moi. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a eu suite à ça, beaucoup de patientes qui se sont auto-informées, qui ont créé des groupes sur Facebook, par exemple. Et c'est là où les médecins ont commencé à comprendre, à entendre parler de cette maladie. Mais je pense que ça s'est fait plus dans ce sens-là. Okay. Mais on est hyper en retard, par exemple, par rapport à l'Allemagne. En Allemagne, il y a des parcours de soins, il y a des remboursements, il y a une prise en charge pour les stades élevés. Aux Pays-Bas aussi, ou en France, on considère que ce n'est pas encore une maladie. Donc, pour répondre clairement à ta question, je ne sais pas depuis combien de temps, mais c'est très récent. C'est récent. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de toi et tu peux expliquer comment toi, justement, tu as su que c'était un lipœdème que tu avais? Ouais, alors, c'est marrant, j'en ai parlé il y a pas longtemps et je me suis rendu compte que j'avais pas eu ce déclic comme certaines ont eu face à cette émission 7 à 8. J'ai pas eu une révélation en me disant « mais oui, c'est ça !» Et pourquoi, je ne sais pas, je ne me rappelle pas l'événement qui m'a fait prendre conscience de cette maladie. Ça a commencé à la puberté chez toi? Ouais, à la puberté. Moi, j'étais une petite gamine obèse. Donc clairement, quand j'avais 10-11 ans, on ne distinguait pas si c'était un lipœdème ou autre chose parce que j'étais bien potelée pour le coup. Et j'ai perdu du poids assez spontanément à l'adolescence. Et c'est là où je me suis dit, mince, je perds du poids, mais mon physique ne ressemble quand même pas au poids qui est affiché sur la balance. J'avais un poids normaux santé, on va dire.
Et puis, quand je me regardais dans le miroir, je voyais surtout que j'avais des jambes taille 42. Allez, on va dire en haut, je faisais un petit 36 et puis en bas, un 42. Je me disais, c'est quand même bizarre. Je regarde mes copines et puis je vois que c'est pas pareil chez elles. Et ça m'interpelle. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, c'est que je suis trop grosse. Encore. Comme beaucoup de femmes se disent, voilà, il y a de la graisse, donc c'est forcément... que je perde du poids déjà. Il faut que je perde du poids. Et en fait, ça a été un point d'entrée dans une grande période de ma vie où, à ce moment-là, je ne le savais pas, je l'ai su a posteriori, je souffrais de troubles du comportement alimentaire. Je suis rentrée dans un engrenage de perte de poids absolue. Pour arriver à mes 18 ans, si je devais m'auto-diagnostiquer, je dirais que j'étais anorexique à ce moment-là. J'ai jamais eu de diagnostic officiel parce que j'ai pas eu de prise en charge par rapport à ça. Parce que j'ai basculé derrière sur d'autres types de troubles du comportement alimentaire, hyperphagie, restriction, où finalement mon poids est remonté, toujours santé. J'ai eu cette chance-là. Moi, je pense que je dois avoir une génétique qui fait que j'ai une chance énorme. Mais toujours poids santé, mais avec des alternances restriction, boulimie, hyperphagie. Et avec tes jambes qui restaient identiques ou comment avec ça se passe ? Mes jambes qui sont, après la période d'anorexie, qui ont flambé considérablement. Alors, en période d'anorexie, je faisais de taille enfant en haut et j'étais toujours sur du 40 en bas. Et toi, tu comprenais pas ce qui se passait, quoi. Je comprenais pas. Et j'étais toujours obnubilée sur mes jambes. Quand je me regardais dans la glace, je regardais pas mes bras rachitiques, mon ventre rachitique. J'ai revu des photos il y a pas longtemps. Je suis en Tunisie avec mes parents sur un chameau et je regarde mon haut du corps et je me dis, mais mon Dieu, mais j'ai le souvenir de ma mère qui me disait, mais Aurélie, si tu continues comme ça, je te fais hospitaliser. Et moi, sur le moment, je voyais mes jambes, et strictement mes jambes, et je me disais, mais quoi, mais je suis grosse. Mes jambes sont grosses, en fait. Sauf que j'oubliais de regarder le haut du corps. Et puis la balance aussi, ce qu'elle racontait, parce que la balance me mettait clairement en danger, en fait, à ce moment-là. Donc après, ça a basculé. J'ai repris du poids dans la période où mes TCA ont évolué vers de l'hyperphagie et restriction. Mais pour le coup, le lipœdème a flambé et je suis passée d'un petit stade à un stade un peu plus développé. Et j'ai le souvenir encore d'aller chez la gynécologue, de me déshabiller chez la gynécologue. Elle me pèse, elle prend le poids, mon poids santé, elle me dit rien. Je monte sur la table d'examen nue et elle me dit « Ah, mais en fait... » Elle me tutoyait. « Mais en fait, t'es une fausse mince. T'es mince sur la balance, mais t'es grosse en vrai. » Et là, je m'étais pris une sacrée claque quand même. Et oui, en fait, esthétiquement, il y avait ces jambes qui n'étaient pas comme les autres. Et donc là, le lipœdème a flambé. Et j'étais toujours dans cette dynamique de vouloir perdre du poids absolument envers et contre tout, une grande partie de ma vie. J'ai même d'ailleurs, et ça je le dis aujourd'hui, je n'osais pas le dire à l'époque, fait l'école de diététique en espérant trouver une solution à cette perte de poids. J'ai fait cette école, un peu l'école médicament, quoi. Bon, bien évidemment, j'ai pas eu de solution. Hein. Je veux dire, c'est pas trop dans le programme. C'est pas dans le programme. Et puis pour le coup, la gestion du poids, elle est pas optimale encore aujourd'hui. Mais en fait, je suis ressortie de cette école de diète dégoûtée. Ah oui. Dégoûtée parce que j'avais acquis tout le savoir. Et le savoir. J'avais l'impression d'avoir acquis tout le savoir sur ce qu'il fallait que je mange. Et puis de me dire, mon lipœdème, je savais pas que c'était ça, mais mes jambes sont de pire en pire. Et j'ai été tellement dégoûtée que j'ai travaillé quelques années, je donnais des conseils à des patientes, j'avais encore des gros troubles du comportement alimentaire. Et je me disais, mais je donne des conseils aux gens que je ne suis même pas capable d'appliquer moi-même. Je me retrouve à manger des gâteaux en cachette. Mes patients, quand elles me disent ça, je prends un air attristé. Ah oui, ça doit être douloureux. Non, je sais, en fait, c'est douloureux. Et donc, j'ai été obligée de faire une pause à ce moment-là dans ma vie professionnelle parce que je sentais que ça touchait vraiment profondément à ma santé mentale. J'avais besoin de ne plus parler d'alimentation. Et donc, j'ai travaillé quelques années comme infirmière. Je me suis formée, je suis devenue infirmière et compagnie. Donc là, mes jambes ont sacrément été douloureuses, travailler debout, dans les conditions de travail où il fait chaud. Et c'est dans cette transition-là, où je n'étais plus diététicienne, que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec mes jambes.
Aucun médecin que tu as vu, aucune gynéco? Jamais. Je bossais avec des médecins, je bossais avec le milieu médical. Jamais rien. Personne. Jamais. J'ai montré mes jambes. J'ai consulté un nombre d'angiologues incroyable. On m'a dit, c'est votre morphologie. Alors, c'est pas faux. On m'a dit, perdez du poids, faites du sport. On m'a proposé de la mésothérapie. On m'a dit que c'était du lymphœdème. Des drainages, des massages. Ouais, on m'a proposé tout ça, mais jamais le mot lipœdème est sorti. Jamais. Et j'ai découvert petit à petit, en m'informant, le mot lipœdème, de vraiment très loin. Ah, peut-être, ça pourrait être ça. Mais c'est vrai que j'arrive pas à me rappeler c'est quoi l'élément déclencheur. Mais j'étais infirmière à l'époque quand j'ai appris que j'avais un lipœdème. Donc, tu avais quel âge ? Je dirais peut-être 32-33 ans. Ouais. Et donc, ça a commencé quand tu avais... j'avais 12-13 ans. 13. Ouais. Donc peut-être même avant, parce que vu que j'étais en situation d'obésité, on ne le voyait pas forcément. J'ai eu une puberté assez précoce, donc je pense que c'était bien mes 11 ans. Hein. Donc ouais, entre mes 11 ans et 32-33 ans, totalement dans l'inconnu, à penser que la perte de poids était la solution absolue pour régler mon problème. Mmh. Et puis la prise de conscience, je ne sais plus comment. Mmh. Ouais, j'ai un lipœdème et j'ai trouvé par hasard des groupes Facebook privés de personnes atteintes. Je me suis connectée là-dessus et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des angiologues qui connaissaient. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas d'annuaire, il n'y avait pas tout ça. C'était du bouche à oreille. Donc, moi, j'habitais dans l'Est. J'ai fait des kilomètres pour voir ce fameux angiologue qui m'a diagnostiquée, qui m'a prescrit des compressions adaptées, qui avait un discours un peu culpabilisant sur la nourriture, mais fallait pas trop lui en demander. Et derrière, j'ai eu ce diagnostic-là, et après, j'ai commencé des recherches. Je me suis mis à fond. Moi, je suis comme ça, dès qu'il y a un domaine, il faut qu'après, je l'investisse à fond. Et puis voilà, j'ai commencé à apprendre sur cette pathologie, à comprendre comment ça marchait. Et puis j'ai eu mon fils, et là je me suis dit je vais refaire diététicienne, pour pas du tout l'objectif de prendre en charge le lipœdème, mais j'ai commencé la diététique une deuxième fois, et là en sachant exactement c'est quoi le lipœdème en fait, c'est quoi la maladie que j'ai, et j'ai eu une approche complètement différente. Entre-temps, j'ai travaillé mon comportement alimentaire, je me suis soignée aussi à ce niveau-là. Ok. Bon. Donc long. Long. Et le fait d'avoir le mot à un moment dans ta tête, ça a quand même changé quelque chose ? Oui. Ça a un effet un peu qui se coule. Le premier effet, c'est de la colère. De la colère de ne pas l'avoir su avant. La colère de se dire que c'est une maladie dont on ne peut pas guérir. Donc en bref, je vais devoir rester comme ça. Je peux rien y faire. Et ça, c'est dur. C'est dur quand on a passé des années à avoir l'espoir qu'on pouvait peut-être faire quelque chose, même si on n'a jamais vu vraiment de résultat. Là, d'un coup, on vient nous dire non, rêve pas en fait. Tu changeras pas. Et puis après, le deuxième effet, c'est l'acceptation qui arrive au bout d'un moment. Ah oui, comment ça fonctionne ? Je vais essayer de me renseigner. En fait, c'est pas qu'on ne peut rien faire. C'est que les stratégies que tu avais mises en place, c'était pas forcément les bonnes. C'est pas sur ça qu'il faut mettre ton attention. J'ai commencé, pour la première fois de ma vie, après 32-33 ans, à vraiment essayer de prendre soin de mon corps. À me nourrir pour qu'il fonctionne bien, à faire du sport, pas pour perdre du poids, mais pour me faire plaisir, pour alléger ma charge mentale, pour avoir un corps solide. Ça a été comme si ma vie a commencé là. Et je pense que s'il n'y avait pas eu le diagnostic, même si ça a été profondément douloureux au début, j'aurais pas pu accéder à cette deuxième partie, en fait. Conscience aussi. Okay. Ouais. On ne guérit pas du lipœdème, alors ? Non, on n'en guérit pas. C'est un contrat qu'on signe pour toute la vie. Ok. C'est un petit peu comme un SOPK, finalement. Enfin, c'est transposable à d'autres choses. Voilà. Ouais. Moi, j'ai du psoriasis aussi, et c'est aussi quelque chose, en tout cas, qui est très mal connu pour l'instant, où il y a des petits traitements, mais c'est jamais sur du... Enfin, voilà, ça se guérit. En tout cas, dans mon cas, ça ne s'est jamais guéri, pour l'instant. Ok. Bon, on va parler alors nutrition et lipœdème. On va aborder justement
ce gros thème, est-ce qu'il y a des aliments magiques? Et non! Est-ce qu'il y a des aliments interdits quand on a un lipœdème? Mais bien entendu, des aliments magiques, des aliments interdits, c'est la base de la diététique. Non, malheureusement, non. Il y a des modèles alimentaires, enfin, il y a surtout un modèle alimentaire que j'utilise moi personnellement beaucoup dans ma pratique, c'est le régime méditerranéen. Alors, qui est celui qu'on conseille à tout le monde? J'ai vraiment à cœur de garder quelque part, toujours dans ma pratique, que en tant que professionnel de santé, l'objectif, c'est de ne pas nuire. En vrai, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on va retrouver tout un tas de pratiques proposées aux femmes atteintes de lipœdème. On va enlever le lactose, enlever le gluten, zéro sucre, le cétogène, enfin tout ce qu'on veut, jeûne intermittent, enfin bref. Et en soi, la question que je me pose, moi, quand je vais proposer quelque chose à ma patiente, c'est quel bénéfice et quel risque il y a à ce que je lui propose ça. Aujourd'hui, le modèle méditerranéen, c'est le modèle où, pour moi, il me semble qu'il y a un maximum de bénéfices à tirer et un minimum de risques à prendre. C'est en plus validé, on va dire fondé scientifiquement aujourd'hui. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Il n'y a pas trop de débat. Il y en a, mais il y en a des tonnes quand même, des études qui montrent les bénéfices sur tout un tas de sphères différentes de notre santé. Donc je pense qu'il n'y a même plus besoin de discuter de ça. Donc c'est spontanément vers là où j'amène mes patients. Mais je disais toujours qu'il faut toujours mettre dans la balance le pour et le contre. Il y a quand même beaucoup de situations avec les femmes atteintes de lipœdème où je ne le propose pas, ou en tout cas pas du tout en première intention. Parce que, ayant vécu un parcours assez similaire que de la plupart des femmes atteintes de lipœdème, il y a eu beaucoup de régimes. Beaucoup de femmes atteintes de lipœdème ont un comportement alimentaire catastrophique. Des TCA, mais pas que, juste aussi de l'anxiété, de la diabolisation, je fais des efforts pendant 3 mois et après je me relâche complètement. Enfin, le comportement alimentaire est assez problématique à différentes échelles, mais en règle générale, plus de 90% de mes patientes, à la base, ont un problème de comportement alimentaire. Donc, proposer un modèle méditerranéen à quelqu'un qui a cette base-là, ça va être la catastrophe assurée, où je suis quasi certaine qu'elle va faire ça pendant un temps et que ça va venir détériorer finalement encore un petit peu plus son rapport à l'alimentation. Donc toujours voilà, oui, l'idéal, c'est ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce qu'on y va vraiment ou on ne travaillerait pas sur d'autres choses un peu avant ? Et toi, tu as été obligée de te former à ça aussi, puisque si 90% de tes patientes ont un rapport à l'alimentation troublé, c'est la base à travailler. Donc en fait, on peut dire que tu as ces 2 casquettes aussi. En fait, il y a eu un moment dans ma vie professionnelle où j'ai réfléchi quelles sont les différentes problématiques que rencontre nutritionnellement parlant une femme atteinte de lipœdème. Et donc, j'ai listé. Et je me suis dit, je vais me former sur tout ça. Donc, effectivement, la première chose, le comportement alimentaire. Une formation TCA, c'est indispensable. J'extrapolerais même en disant que même sans lipœdème, je crois qu'on pourrait faire cette formation systématiquement en étant diététicienne. Mais c'est la base. Après, l'alimentation santé, c'est aussi hyper important. Tout ce qui va toucher au digestif aussi, parce que il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'inflammation à cause de cette maladie. Et le ventre, c'est vraiment un recueil de toute cette inflammation. Et c'est pas chez toutes les femmes, mais il y a quand même pas mal de femmes qui ont des intestins assez inflammatoires, des intolérances alimentaires, des désordres digestifs. Et c'est une partie qui est assez intéressante aussi à travailler et qui peut aider grandement les patients à avancer. Donc, une patiente atteinte de lipœdème vient te voir. Comment tu vas essayer d'orienter ta prise en charge ? Voilà, on parle du premier rendez-vous. Comment tu vas agir ? Comment tu vas faire pour cerner les priorités ? Alors, généralement, moi, mon premier rendez-vous, il est toujours un peu identique en termes de structure. Donc, ça va, ça tombe bien. Je vais pouvoir te donner un peu ma structure actuelle. Déjà, dans un premier temps, je recueille quoi son objectif. Parce qu'alors là, déjà, il y a un gros bug. Il y a un gros bug dans la matrice. Parce que je veux guérir. Alors, je vais t'en dire plusieurs que je rencontre régulièrement. Alors déjà, je veux guérir. Ou je veux avoir des jambes normales. Alors là,
je sais que le gros du travail, déjà, ça va être même avant l'acceptation, ça va être de lui expliquer c'est quoi le lipœdème, en fait, une éducation à la maladie, à la physiopathologie, pour que la personne comprenne d'elle-même qu'en fait, son objectif, il est fantasmé. Ok. Parce que ça, c'est un gros problème. L'objectif fantasmé crée un parcours à l'infini de déception et d'insatisfaction, quoi. Et une vie qui perd son sens à être tout le temps focalisée là-dessus. Donc déjà, la priorité, c'est quel est votre objectif. Après, souvent, elles arrivent, je veux améliorer mon lipœdème. Ouais, mais ça veut dire quoi, en fait, améliorer ton lipœdème? Tu veux esthétiquement, dans ton confort, dans ta douleur. Et là, pareil, il y a tout un travail d'éducation parce que la douleur fait partie de la maladie. Et oui, on peut apaiser, et encore, pas forcément. Il y a des personnes chez qui, par exemple, un régime méditerranéen va donner plus de confort, plus de légèreté, et il y en a d'autres qui vont faire exactement la même chose et qui vont pas l'avoir, cet apaisement. Okay. Donc c'est très individuel à chacun. Donc ça, c'est une grosse partie éducation. Alors, on ne le fait pas d'un bloc comme ça, ça se fait un peu au fur et à mesure de la prise en charge, mais faire le point, quoi. Après, la prise de poids, la perte de poids, elle revient très fréquemment comme objectif de consultation. C'est aussi le rôle du diététicien de renlever le fantasme. La problématique, souvent, c'est l'insatisfaction corporelle. Je pense qu'en perdant du poids, je résolverai mon insatisfaction corporelle. Il n'y a pas que dans le lipœdème d'ailleurs que c'est le cas. Mais là, pour le lipœdème, c'est clairement pas possible en fait. Donc, il y a vraiment l'évaluation de l'objectif. Qu'est-ce que la personne sait qu'elle peut atteindre? Est-ce qu'elle n'est pas en train de fantasmer son objectif? Après, une fois qu'on a discuté de ça, ça prend déjà pas mal de temps. Moi, j'ai vraiment volontairement, depuis quelques années, enfin quelques mois, parce que ça fait pas des années non plus, fait le choix, sur ma première consultation, de vraiment parler de cet objectif. Que ma patiente ne soit pas dans l'illusion d'aller vers quelque chose. Qu'on soit toutes les deux raccord sur là où on va. Ouais, puis c'est clair au moins. Ouais. Il n'y a pas de fausses promesses ou de déception à avoir par la suite. Ouais, alors après, il faut parfois enrober un peu. L'idée, c'est pas non plus de lui faire peur. L'idée, c'est d'avoir une adhésion, quand même. Ouais. Même si on va pas aller là où elle pense aller, si on n'a pas cette adhésion, on va la perdre. Oui, elle reviendra pas. Donc, elle va aller voir quelqu'un d'autre. Donc, l'idée, c'est de quand même enrober au mieux qu'on peut pour que la personne aille vers une meilleure compréhension de là où elle va aller. Et puis ça, c'est notre rôle à nous de mettre les formes et puis de pouvoir ne pas lui faire croire des choses aussi. Donc ça, c'est une grosse partie du premier rendez-vous. C'est l'objectif. Et puis, c'est le moment de faire un point sur ce qu'elle sait. La plupart des gens savent qu'ils ont un lipœdème ou suspectent ce lipœdème, mais en fait ne connaissent pas la maladie, ses subtilités, comment ça se manifeste, quelle est la problématique. Et puis après, systématiquement, je fais un point sur le comportement alimentaire. C'est devenu le basique de toute consultation. C'est rare que j'ai pas besoin voilà. Je leur explique, Je leur explique tout ça en leur disant, voilà, généralement, les femmes atteintes de lipœdème ont fait beaucoup de tentatives de perte de poids. Ça vient déréguler pas mal de choses dans notre fonctionnement interne et il y a besoin de cette base-là pour pouvoir construire après. J'aime bien faire le parallèle soit de la fondation pour construire une maison ou alors de la cerise qu'on pose sur le gâteau. Si on pose une cerise et qu'il n'y a pas de gâteau, ça va servir à rien. Donc l'idée, je leur explique, ça va être de travailler là-dessus, très rapidement pour certaines, beaucoup plus longuement pour d'autres. C'est la priorité absolue. Okay. Donc, ça passe avant le contenu de l'assiette. Yes, avant. On parle relation de l'assiette avant le contenu de l'assiette. C'est pas toujours évident parce que on a des personnes qui sont en souffrance, qui ont envie de remettre du confort dans leur vie, qui ont envie de voir qu'elles changent leur manière de s'alimenter. Je leur explique que c'est normal qu'elles aient envie d'avancer, d'aller vite, mais qu'on a plusieurs années de dérégulation à travailler et je leur montre vraiment dans leur fonctionnement, déjà sur ce comportement alimentaire
anxiogène, dérégulé, les conséquences que ça a de vouloir changer son alimentation là-dessus. Parce que généralement, elles le voient. Elles l'ont vécu. Elles ont déjà essayé de perdre du poids, elles ont déjà essayé de faire une alimentation méditerranéenne. Ça ne marche jamais sur la durée. Donc en fait, il y a juste besoin de prendre dans leur expérience qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quelles ont été les conséquences pour qu'elles se rendent compte. Bah oui, même si c'est difficile, même si c'est long, c'est nécessaire. Ok. Et puis voilà, toujours ce petit travail d'enrobage, parce que sinon, au bout d'un moment, on perd les gens. Ok. Et quand est-ce que tu commences à aborder justement le contenu de l'assiette ? Est-ce que tu le sens ? Ou est-ce que c'est forcément au deuxième rendez-vous ? Comment... C'est au feeling, c'est énormément au feeling. J'en parle quand même souvent à la première consultation parce que le constat que j'ai fait, c'est qu'une grande majorité des gens qui me consultent ne savent même plus c'est quoi manger normalement. Ils sont complètement paumés sur l'alimentation juste. Normal, classique, ouais. Sans aucun objectif, en fait, si ce n'est être en vie. Et en fait, on se retrouve sur des schémas où, étant perdu vis-à-vis de ça, c'est un peu le bordel dans l'alimentation. Ça manque de rythme. Souvent, ce qui ressort, c'est une insuffisance des apports énergétiques. C'est quasi systématique. Les femmes atteintes de lipœdème ne se nourrissent pas assez. Puis là, souvent, quand je leur dis ça, elles ouvrent des grands yeux comme ça en disant « Mais quoi ? Mais c'est pas possible. Regardez mon corps, ce n'est pas possible que je me nourrisse pas assez. » Ce qu'elles ont du mal à comprendre, c'est que le se nourrir pas assez amène de l'hyperconsommation qui vient après recréer un équilibre de poids. Mais la priorité, elle est là et généralement, dès la première consultation, on remet des bases. Ouais. Donc, tu parles protéines, féculents... Je rentre pas trop dans les termes. Okay. Je parle surtout de rythme et de consistance. Okay. J'essaye de les défocaliser un peu, toujours dans ce travail de relation à l'assiette, à éviter justement d'utiliser des termes qu'elles connaissent que trop bien, en fait, pour vraiment revenir à des choses plus simples. Juste votre corps, il a besoin d'énergie. Il a besoin de manger plusieurs fois par jour. Et on va déjà travailler ça. Et en fait, avant même de travailler le rapport à l'assiette, je travaille ça. Généralement, dans le côté sérénité, anxiété avec l'alimentation, ça désenclenche quand même pas mal de choses. De juste se nourrir. C'est une base. Ok. Et pendant des années de pratique auparavant, en dehors du lipœdème, je faisais pas ça. Je faisais pas ce petit travail préalable. On va juste se nourrir suffisamment tout au long de la journée. Et je me rends compte que je tournais en rond pendant longtemps. On arrivait à la même finalité, mais c'était plus long. Ça m'a créé un sacré raccourci de juste prendre conscience qu'en fait, leur problème, c'est qu'elles ne mangent généralement pas assez. On les fait manger un peu plus et après, on bosse le rapport à l'assiette. Et après, quand c'est OK, on bosse ce qu'il y a besoin de bosser. La sérénité, manger un petit peu plus, tu veux dire donc peut-être aux repas principaux ou ne serait-ce que de prendre un vrai petit-déj. En fait, souvent, il y a l'idée du petit-déj qu'il faut être pris à la maison, absolument, le matin en se levant. Donc, en fait, il y en a pas mal qui se disent « Mais oui, mais moi, j'ai pas faim le matin. » Juste à faire prendre conscience, le midi, si tu te jettes sur la nourriture, c'est que probablement, tu as besoin de manger dans la matinée. Donc, t'es pas obligé de te manger en te levant. Et tout, mange quand t'as la possibilité de manger, mais mange. Ton corps, il est debout, il utilise de l'énergie. Donc, en fait, généralement, elles sont vraiment dans une optique d'économie d'énergie absolue. Donc, quand elles prennent pas leur petit déjeuner, elles se disent « Chouette, un repas en moins. » Ouais, c'est ça, de calories en moins. C'est ça. Et ça crée vraiment une très forte adhésion dans le suivi des patientes. Souvent, elles ont un rapport très conflictuel. Elles se sentent très peu efficaces dans leur manière de gérer leur alimentation parce que pas mal de grignotage, de tentation, d'alimentation émotionnelle. Et donc, elles voient, elles se disent, moi, quand je suis tentée, quand j'ai une alimentation émotionnelle, je mange des trucs qui sont pas bons pour mon lipœdème. Et donc, elles s'en veulent encore plus. C'est pas qu'une histoire de poids, c'est qu'elles savent que ces aliments, en plus, sont pas forcément top pour le lipœdème. Et ne serait-ce que quand elles expérimentent de manger suffisamment, sans être dans l'anti-inflammatoire, sans être dans le méditerranéen, en fait, juste ça s'apaise. Juste, je reprends le pouvoir sur mon alimentation. Je grignote peut-être encore un peu, mais beaucoup moins. Je me sens moins emportée, moins dans la perte de contrôle. Et juste ça, généralement, ça permet de créer une adhésion et une très forte confiance dans la relation. Et là, après, généralement, c'est bon. Banco. On peut les amener tranquillement
là où on a envie de les emmener, où elles ont envie d'aller. Ils ont besoin, ouais. Ouais. Ok. Et justement, si on parle là vraiment purement diététique, purement nutrition, est-ce qu'il y a des... Tu vois que tes patientes sont prêtes. Bon, j'imagine qu'en plus, elles ont déjà beaucoup de notions, puisqu'elles ont dû déjà avoir fait énormément de recherches. Ouais. Donc, c'est vrai, quand je t'ai dit tout à l'heure le mot protéines, elles doivent déjà savoir ce que c'est, etc. Mais est-ce que dans le lipœdème, on a bien compris qu'on ne va pas guérir, mais... peut-être améliorer un petit peu les symptômes, etc. Est-ce qu'il y a donc l'alimentation méditerranéenne, mais les grands principes, ça va être quoi? Ça va être de miser sur des aliments qui ont... Alors, anti-inflammatoires, je fais très attention. Hein. Je suis très prudente. On a fait un podcast sur l'alimentation anti-inflammatoire et la conclusion, c'est qu'en fait, c'est le modèle méditerranéen et qu'il n'y a rien de magique, rien de miraculeux. Le curcuma... ça peut être un petit peu utile, mais ça fait pas des miracles. Donc, je suis alignée avec cette voilà, vision-là. très bien. Parce que du coup, on met tout un truc sur l'alimentation anti-inflammatoire. Et d'ailleurs, même moi, on me dit, mais est-ce que vos recettes sont anti-inflammatoires? Bon. Ouais, mais je crois que ça, c'est l'effet réseaux sociaux aussi. Hein. Aujourd'hui, il y a des bouquins à la Fnac, on va ouvrir anti-inflammatoire, on va voir. Alors, il faut manger des graines de chia, du curcuma dans tous les curcuma, repas. Il faut renlever le gluten, enlever le lactose, que je disais tout à l'heure. En fait, il y a des règles bien rigides établies. En vrai, il est où le fondement scientifique de ce truc-là? Il n'y en a pas, et la plupart des gens s'en foutent, en fait. C'est, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et dans les faits, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en suivant de telles règles alimentaires, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que on va, sans s'en rendre compte, mettre dans notre assiette tous ces aliments qui nous font du bien et délaisser ceux qui potentiellement sont plus difficiles à gérer par notre organisme. Et puis, on peut même, à travers ces changements, inconsciemment créer du déficit calorique inconscient, entre guillemets. Donc, ce qui fait qu'on se sent plus légère, on perd du poids, le corps, il fonctionne mieux et on se dit, mais ça marche. Arrêtez de critiquer ce sans lactose, sans gluten, sans sucre, sans ce que tu veux. Ça marche. Mais oui, ça marche. Mais en fait, t'as pas besoin de faire tout ça. T'as pas besoin de te tuer ta santé mentale ou de suivre des règles alimentaires strictes, de t'écarter, de t'isoler socialement pour pouvoir ne pas manger ton lactose ou ton gluten. T'as pas besoin de ça. Ok. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, le cétogène qui peut être, pour le coup, efficace contre les crises d'épilepsie, etc. Alors, il y a des études. Quand même, il y a des études qui ont été faites. Alors, il y a des études, d'une part, qui ont été faites sur le cétogène, le low carb, et des études qui ont été faites aussi sur le gluten. Je commence par le gluten, si ça te va. Les études qui ont été faites aujourd'hui, il y en a qui existent et qui montrent que chez les personnes qui ont des pathologies qui créent de l'inflammation, l'exclusion du gluten va pouvoir finalement améliorer la gestion inflammatoire et donc diminuer les symptômes. Sauf que ces études aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas encore solides. Il y en a. Mais est-ce qu'on peut vraiment se reposer sur ça aujourd'hui? Pas nécessairement. Et est-ce que c'est vraiment le gluten ou est-ce que c'est pas autre chose? Parce que quand on exclut le gluten, on exclut le fructane. Comme je te disais tout à l'heure, il y a pas mal de femmes atteintes de lipœdème qui ont des inflammations digestives. Est-ce que en fait, on n'est pas juste en train d'éliminer un FODMAP de l'alimentation et donc améliorer le digestif et donc améliorer l'inflammation et donc améliorer le lipœdème? C'est possible aussi. Il y a tout un tas d'autres molécules, de principes actifs dans les céréales qui potentiellement pourraient expliquer qu'on se sente mieux en enlevant le gluten. Donc, il y a des études, mais quel poids elles ont? Est-ce que c'est vraiment ça? Aujourd'hui, on ne peut pas être certain. Et dans ta pratique, donc là, on ne parle pas d'études, on parle de tout, de ce que tu observes, donc à prendre avec des pincettes. Mais qu'est-ce que toi, tu peux remarquer chez tes patientes? Il y a généralement une amélioration sur, alors pas l'exclusion, la diminution du blé principalement. Je trouve de tout. J'ai des patientes qui ont enlevé le gluten, j'ai des patientes qui n'y ont pas du tout touché, j'ai des patientes qui vont consommer surtout du blé de bonne qualité. Donc, il y a un petit peu de tout. Mais vraiment, généralement, il y a un bénéfice à alléger la charge en blé ou en gluten. C'est juste observationnel, sans fondement. Est-ce que c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, l'effet de remplacement, un effet placebo ou je ne sais quoi d'autre qui crée un effet de cause à effet, mais qui n'est pas forcément celui-là? Je ne sais pas. Mais
effectivement, il y a des choses qui peuvent ressortir de ça. Mais autant te dire qu'avec le comportement alimentaire que je rencontre généralement chez mes patientes, la priorité n'est pas là. Mais à un moment donné, j'en parle à mes patientes. Quand le terrain est plutôt serein, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que je sens que ça avance tranquille, elles me posent la question. Généralement. Et le gluten, j'ai entendu parler du gluten. Et moi, je leur explique ce que je viens de t'expliquer là. Et il y en a certaines qui me disent, moi, j'aimerais bien expérimenter et voir ce que ça donne chez moi. Et si je pense que le terrain est prêt, auquel cas, je l'accompagne. Je lui dis, ok, très bien, faisons l'expérience, expérimentons, voyons. Il vaut mieux regarder de ses propres yeux. Et je me dis, vaut mieux que ça soit accompagné d'un diététicien que seul dans son coin à faire n'importe quoi. Et puis, en fonction de là, vont placer leur curseur. Il y a certaines qui vont exclure totalement le gluten pendant 2 ou 3 mois et voir qu'est-ce que ça donne. Il y en a certaines qui vont juste diminuer, d'autres qui vont plutôt se focaliser sur le blé. Enfin, chacun met son curseur en fonction de là où c'est possible pour elle. Et la finalité est toujours la même. Je leur explique que l'idée, c'est pas de le supprimer. L'idée, c'est de voir ce que ça donne. Mais il faut absolument pas renlever ce gluten de l'alimentation au risque d'appauvrir le microbiote et avoir tous les effets indésirables qui s'ensuivent derrière. Okay. Donc, je pense que c'est important d'être à l'écoute de ce que veut le patient aussi. Et si nous, on pense qu'il est prêt à expérimenter des choses avec flexibilité et que lui aussi, et qu'il a envie, qu'il est curieux, pourquoi pas ? C'est la même chose pour le lactose ? Ouais, c'est un peu la même chose pour le lactose. On va dire qu'on va surtout prioriser les produits laitiers de bonne qualité. Donc, on va les orienter vers des fromages qui sont plutôt affinés. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui montrent les bénéfices sur l'inflammation des produits laitiers fermentés. Donc, yaourt, potentiellement fromage, etc. On va surtout les orienter sur ce type de laitage-là. Aujourd'hui, il y a pas mal de bénéfices, on va dire, en termes de confort. Pareil, ça, c'est pas du tout fondé, ce que je suis en train de raconter là. Attention. Warning. Mais il y a, expérimentalement parlant, de manière observationnelle, des patientes qui vont passer sur de la brebis et de la chèvre, un peu ce qui est proposé dans le modèle méditerranéen d'ailleurs, qui est plus axé sur les produits laitiers de chèvre, et qui vont voir une amélioration dans leur confort. Donc ça... pareil, de manière expérimentale, si la personne elle est prête à le faire, pourquoi pas en fait. Ça n'engage rien, on voit qu'est-ce qui se passe. Voilà. Maintenant, proposer la suppression des produits laitiers, c'est rarement nécessaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques digestives, donc parfois... Oui, le lait pur, c'est peut-être pas forcément idéal. Là, on va le voir. Elles le savent généralement, c'est vrai. En fait, pour le lipœdème, ce qui est important, c'est d'avoir un corps qui fonctionne bien. Donc, si on a un corps qui est inflammatoire ou parce qu'il est confronté à du lactose et qu'on a une intolérance au lactose et qu'à chaque fois, tous les matins, on se fait notre petit café au lait, c'est pas top. C'est pas top parce que le corps, il va galérer au niveau inflammatoire et immunitaire et nous, derrière, on va récolter les dégâts sur le lipœdème, quoi. Et à propos des aliments qui, justement, sont plutôt anti-inflammatoires, donc comme on parle souvent des sardines, tout ce qui va être riche en oméga 3, etc., les noix, ce genre de choses, est-ce que là aussi, tu essayes de mettre l'accent un petit peu là-dessus ? Ouais, oméga 3, beaucoup. En complément, est-ce que tu peux le conseiller ? Alors, je le conseille rarement, mais je le conseille parfois, parce qu'on a quand même pas mal de gens qui me disent, moi, le poisson... J'aime pas les sardines, j'aime pas les maquereaux. Rien que les voir en photo, je peux pas. Alors, en vrai, il y a toujours la possibilité de travailler le goût, comme avec un enfant qui dit « j'aime pas », et puis petit à petit, on lui apprend, avec la diversification alimentaire, à aimer ou à tolérer, ou juste l'accepter. Et ce travail, il peut être fait, même avec le poisson. Donc parfois, en fonction des profils, on va tester peut-être des petites tartinettes de la mer avec pas mal de petites épices, des petits herbes aromatiques pour faire passer le truc. On va plutôt aller sur du maquereau qui a un goût moins fort que la sardine, bien mixé sur des bonnes petites tartines plutôt que aller directement à la petite boîte de sardines et de maquereau, quoi. Et chez les gens vraiment chez qui les objectifs sont durs à toucher, qui ont vraiment du mal à être dans la consommation d'1 ou 2 poissons gras par semaine, là, je me dis, on va aller surtout sur les oméga 3 végétaux, mais sachant que la conversion se fait pas très bien pour l'utilisation, là, une supplémentation peut être intéressante, effectivement.
Donc, surtout chez les gens qui ne peuvent pas, à travers leur goût alimentaire, atteindre les objectifs. Ok. Il n'y a rien d'autre dans complément alimentaire que tu peux conseiller? Après, c'est du cas par cas. Oui, On a constaté qu'il y avait beaucoup de femmes atteintes d'endométriose dans la population du lipœdème. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Ou les hormones, inflammation, je ne sais pas. En tout cas, c'est un fait. Alors, j'ai beaucoup de patientes qui ont des endométrioses associées. Donc après, on va surveiller le fer, par exemple, ces femmes-là. On va supplémenter seulement s'il y a des carences, mais il y en a quand même assez régulièrement. Et ça passe toujours en priorité déjà par le médecin, à savoir lui, qu'est-ce qu'il va penser, quelle prise de sang. C'est ça. On supplémente pas sans... On va dire que les oméga 3, en règle générale, le terrain est plutôt safe, en partant toujours sur des oméga 3 de bonne qualité quand même, parce qu'on trouve de tout et de rien au niveau qualitatif dans les oméga 3. Mais on va dire pour les autres, on va surtout y être au cas par cas. Et certainement pas prioritairement, d'après ce que tu... Ah non, toujours l'alimentation d'abord. Toujours. Moi, je me dis, on commence déjà par là. La supplémentation, on voit ça plus comme un petit coup de pouce, plutôt que comme un axe de travail prioritaire. Après, il faut savoir que le lipœdème, c'est une maladie qui fatigue énormément, comme beaucoup de maladies chroniques d'ailleurs. Et comme il y en a beaucoup qui sont très, très, très fatigués, voire épuisés, le magnésium aussi peut être une bonne chose dans certains cas pour un petit coup de pouce, mais c'est pas magique, quoi. Ça peut aider dans certains moments où l'inflammation elle est très forte, ou alors il y en a un état d'épuisement qui peut être corrélé avec la maladie. Et en termes de recommandations, protéines, justement, est-ce que là, tu as des choses particulières? Est-ce que tu es plus sur 20%, donc plutôt la fourchette plutôt haute ou pas? Ouais, on va plutôt viser une fourchette haute. Okay. On est sur pas forcément spécifiques au lipœdème. Il y a toujours un bénéfice par rapport aux protéines, ça c'est certain sur les pathologies, mais c'est plutôt parce que on est sur des femmes qui ont vraiment vécu une dénutrition protéique à travers les différents régimes qu'elles ont faits. Elles ont quand même perdu beaucoup de leur masse musculaire. Et elles se sont désadaptées au sport. Il y a tout un terrain qui fait que le muscle est un peu parti en vacances. Donc là, l'idée, il va être de reconstruire. Reconstruire parce que d'un point de vue ne serait-ce qu'inflammatoire, on a besoin de notre masse musculaire. Donc pour gérer le confort avec la maladie, c'est un bon compromis que de travailler sur ces protéines. Okay. Donc, en termes de fourchette, c'est vrai qu'en France, on est plutôt entre 0,8 et 1,2 g au kilo de poids de corps par jour. On peut monter allègrement 1,5 g à 2 g par jour. Surtout si ces personnes-là se remettent dans une activité physique. On y va. La plupart du temps, c'est des femmes qui ne mangent pas assez de protéines, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Donc, il y a un sacré travail à ce niveau-là. Ok. Et en fruits et légumes un max. Les antioxydants. Max frais, de saison, de préférence. En fait, le gros aussi, en termes d'alimentation, c'est d'aller sur une dominance de produits bruts. Peu transformés, bruts, sortir du tout prêt, du à emporter, ça c'est la base. Ok. Et est-ce que le sucre vraiment sera plus délétère pour les femmes qui ont un lipœdème que pour les autres? Est-ce qu'elles ont moins le droit à l'erreur en ce qui concerne la consommation de sucre ou pas? C'est une question intéressante parce que le sucre aujourd'hui, on en parle tellement. Les sauces, c'est soit le diable, sinon c'est pas si grave. En fait, ça dépend où elles en sont avec leur alimentation. Alors, il n'y aura jamais un discours extrémiste de ma bouche au sujet du sucre. Le sucre, c'est la vie, c'est bon. Dans les moments festifs, c'est top. Ça nous permet de passer quand même des bons moments, sans altérer notre santé. Mais si on en est à un stade où on va travailler avec cette personne-là sur son comportement alimentaire, c'est clairement pas le sucre que je vais mettre dans le viseur en premier. Je pense que rétablir une relation saine avec la nourriture va permettre, in fine, de remettre de la cohérence dans les consommations de sucre. Bien souvent, les femmes que je reçois qui me disent « je suis accro au sucre »,
même si aujourd'hui ça fait polémique, cette histoire d'addiction. Je me positionne d'ailleurs pas du tout dessus. Je me dis que on travaille déjà ça et généralement derrière, ça diminue. Ouais. C'est la conséquence. Finalement, cette consommation de sucre, même s'il y avait possiblement un côté addictif, était aussi en lien avec un rapport complètement perturbé avec son alimentation, un rapport conflictuel, des diabolisations. On remet du sens dans le comportement alimentaire et puis derrière, ça roule. C'est ça. Donc en gros, avec tout ce travail que tu fais sur justement le comportement alimentaire, des éventuels troubles, des DCA, etc., tu remarques qu'elles en consomment au global un peu moins. Oui. Oui, parce que tu vois, et je te disais tout à l'heure, de remettre de la régularité et de les refaire manger un peu plus. Un peu plus consistant. Quand tu manges pas assez et que tu te retrouves tous les jours ou plusieurs fois par semaine à craquer sur du chocolat, des gâteaux, des glaces, tes consommations, elles sont quand même élevées, elles sont régulières. Si tu te dis, il faut que je mange moins de sucre, la plupart des gens, ils font quoi? Ils disent, je me retiens. Je lutte contre ces envies de sucre. Alors déjà, ça ne tient pas, ça crée de la frustration, mais effectivement, ça réduit, mais jamais durablement. Mais là, juste en travaillant sur le comportement alimentaire, en les faisant manger davantage, mais des choses choisies, des choses consistantes, des produits que j'aurais cuisinés moi-même, que j'aurais mis dans mon assiette, qui me nourrissent pour de vrai, derrière, j'ai moins besoin d'avoir accès à ce sucre, et donc derrière, il diminue. C'est aussi simple que ça. Et souvent, ce que je dis à mes patientes, le simple fait de normaliser le comportement alimentaire, de le séréniser, c'est déjà prendre soin du lipœdème. Il y a déjà des choses qui se passent dans notre énergie, notre équilibre hormonal, parfois même dans nos gonflements, dans notre mobilité. Donc parfois, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Juste on s'arrête là et ça suffit. Donc on peut améliorer son lipœdème grâce à la nourriture. Yes. Donc quand je dis améliorer, ça veut dire moins de douleur. Est-ce que ça peut dégonfler? Ça dépend de chacune. Ça dépend de l'état circulatoire, surtout. Alors, le lipœdème, à proprement parler, il va créer des fluides dans les tissus graisseux. Donc là, on peut agir un peu dessus. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là, ce fluide, pourquoi il est là. Alors, peut-être qu'un médecin pourrait en dire plus que moi. Moi, je n'ai pas suffisamment investigué à cet endroit-là. Donc, il y a des femmes qui vont sentir qu'il y a moins de gonflement en fin de journée. Mais il y a aussi à prendre en considération la santé circulatoire. Le lipœdème, c'est du gras qui va venir tous les jours de notre vie comprimer notre système veineux et lymphatique. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il s'altère. Et donc, l'alimentation peut aider peut-être à régler cette histoire de gonflement en lien avec le lipœdème, mais quand le système circulatoire il a pris une claque, là, mis à part la compression, on n'aura pas grand-chose qui pourra nous soulager. Ok, et bien justement, ça enchaîne bien avec ma prochaine question. Donc, tu as dit qu'on n'en guérissait pas, que l'alimentation pouvait aider, mais qu'il y a forcément des limites à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On sort peut-être alors là de l'alimentation, justement. Est-ce qu'il faut orienter ses patientes vers un kiné qui va pouvoir, faire des massages? Tu parles de compression, donc c'est-à-dire mettre des bas de contention. Est-ce que ça aide? Ouais, en fait, aujourd'hui, il y a toute une stratégie de soins. On appelle ça les méthodes conservatrices. En fait, aujourd'hui, avec le lipœdème, il y a 2 soins différents. Il y a la méthode conservatrice qui permet de ralentir l'évolution du lipœdème et peut-être aussi de remettre un peu de confort dans le quotidien, comme je disais, toujours en fonction de chacune. Et il y a la méthode chirurgicale. C'est 2 méthodes différentes. Aucune des 2 ne guérit. Après, tout dépend là où on veut aller. En règle générale, on recommande toujours de commencer par la conservatrice, même si on a envie de faire la chirurgicale, parce qu'il faudra de toute manière continuer, même une fois qu'on a fait la chirurgie. Dans la conservatrice, on a l'alimentation, qui est un pilier important, mais on a la compression aussi. Et pour le lipœdème, la compression, elle est très spécifique. On n'est pas sur le bas de contention pour prendre l'avion, de papy-mamie ou après une phlébite. On n'est pas sur le même type de compression. Là, on est sur un matériel médical spécifique. C'est ce qu'on appelle des collants de compression rectilignes. Donc, en fait, le maillage est différent. Il va agir, ça va créer une pression qui est vraiment homogène
tout au long de la jambe. Il faut savoir quand même qu'on a avec un lipœdème des jambes qui ont des morphologies un peu particulières. Et les collants standards sont pas forcément efficaces. Ils peuvent créer des effets garrots sur la jambe atteinte de lipœdème. Donc là, ces collants-là vont créer une pression vraiment parfaite pour désengorger les tissus et sans effet garrot. Okay. Par contre, c'est du matériel médical qui coûte cher. C'est entre 300 et 500 € le collant. C'est du sur-mesure. Et il faut se rapprocher absolument d'un orthésiste, donc qui est un professionnel du matériel médical, qui va prendre toutes les mesures. Il y en a plus d'100 à prendre. Mais c'est très efficace sur l'engorgement de la cellule graisseuse. C'est remboursé ? À hauteur de 50-60 €. C'est remboursé comme un collant de compression standard à la même hauteur. C'est le même taux de remboursement. C'est beaucoup plus cher au départ, quoi. En fait, tous les soins du lipœdème sont chers et pratiquement rien n'est remboursé. On va dire que c'est le seul truc qui peut être remboursé, c'est 60 € sur les 300-500 €, tout en sachant qu'il en faut toujours 2. Ouais, j'allais demander justement. Et est-ce que ça se craque facilement ? Non, ça va, c'est du costaud. Non, okay. Alors, c'est tellement du costaud que malheureusement, il y a beaucoup de femmes atteintes de lipœdème qui n'arrivent pas à les mettre. C'est très épais, tu vois, combi, néoprène pour faire de la plongée. C'est à peu près épais comme ça. Donc, l'été, c'est horrible. Ouais, tu peux pas supporter. Pour t'habiller, mettre un pantalon là-dessus, affreux. Possible, ouais. Et puis, on a affaire à des gens qui n'aiment pas se mettre en robe, qui n'aiment pas se mettre en jupe. Donc, à la limite, on pourrait se dire, allez, on se met en robe, en jupe, et puis les jambes avec le collant. Okay. Pas forcément adapté. Donc là, c'est vraiment le collant spécifique, et en plus qui est en classe 3. Donc c'est une classe qui est très, 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 très dure, quoi. C'est pas les classes 2 qu'on a habituellement à l'hôpital qui serrent un petit peu. Là, ça comprime énormément. Okay. Par contre, il y a un confort réel et sur les gonflements et sur la douleur. En fin de journée, beaucoup moins douloureux. Okay. Quand on le tolère. Okay. Parce qu'on achète des fois 300-500 € le collant et puis on le met et en fait on n'arrive pas à le supporter. Okay. Donc ça c'est vraiment le côté compressif. Et à côté de ça, on va désengorger les tissus avec des drainages lymphatiques manuels. Donc ça c'est les kinés qui les font. Donc effectivement, il est bon de réorienter le patient vers un kiné, donc l'emmener voir son médecin pour qu'il puisse avoir une prescription de drainage. Mais ça c'est aussi compliqué parce que malheureusement les drainages ne sont pas remboursés pour le lipœdème. Donc, c'est aux frais de la patiente. Et trouver un kiné qui fait des drainages lymphatiques manuels, c'est rare. C'est une denrée très rare parce que c'est passer 30 minutes auprès du patient. Aujourd'hui, les kinés, ils sont surchargés. Donc, ils voient plusieurs patients à la fois, pour certains. Donc, pas toujours évident. Donc, c'est plus aller sur les drainages qu'on voit sur les réseaux. Moi, c'est ce que je vois, les drainages lymphatiques Renata ou que sais-je. Qui sont très efficaces d'ailleurs. Le Renata est très efficace sur le lipœdème, mais ça coûte un bras, quoi. C'est court terme, c'est ça. Oui, c'est que ça soulage peut-être 2 jours et après, c'est ça, en fait. C'est immédiat. L'effet, il est immédiat, mais petit à petit, vu que le lipœdème crée ses fluides, ça va revenir progressivement. Et oui. Donc, il y a la possibilité de se faire rembourser les drainages. Il y a certaines choses que les médecins savent, qui vont noter et qui vont permettre derrière d'avoir un remboursement. Mais déjà, il faut le savoir. Il faut avoir un médecin qui veut bien faire ça. Et puis après, derrière, il faut trouver le kiné. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un annuaire qui a été créé avec des professionnels de santé qui connaissent la maladie, qui se trouve sur Internet. C'est une femme atteinte de lipœdème qui l'a créé. Cet annuaire-là, justement face à l'errance diagnostique, à la difficulté de trouver des personnes qui connaissent. Donc c'est Lipœdème en clair. Donc c'est Claire qui a créé ça, Lipœdème en clair sur Internet. Okay. Je fais sa petite pub. Bah ouais, on mettra tout ça, tu nous feras la liste de tout ce qu'on va mettre en... Ouais, et puis elle a créé depuis peu un référencement aussi des femmes. Elles peuvent s'inscrire elles-mêmes pour rencontrer des personnes dans leur coin si elles veulent partager, parce que souvent ça c'est aussi un gros trait de la maladie, c'est qu'on se sent seul, on se sent pas forcément compris, et donc avoir des gens qui vivent la même chose que nous, c'est aidant. Ok, donc c'est tout pour la méthode compressive. Ouais, alors non, il y a le mouvement. Alors, compressif, dans la méthode conservatrice, il y a la diététique, il y a la compression, donc collant et drainage, et puis il y a le mouvement. Le mouvement, c'est aussi un axe, un pilier important. Mouvement, marche, vélo. Tout ce qui fait qu'on ne reste pas en statique. Ça peut. Alors souvent, on pense au sport. Ça dépend d'où on part. C'est pas forcément le sport, même si c'est mieux. Déjà, ne serait-ce que casser la sédentarité.
Pour l'inflammation, la sédentarité, c'est l'ennemi numéro 1. Rester en statique toute la journée, que ce soit assis, debout, peu importe, c'est quand même très pourvoyeur d'inflammation. Mhm. Donc généralement, il y a des bénéfices à se remettre juste en mouvement, à bouger tout au long de la journée, mettre un petit alarme pour penser à se lever toutes les 45 minutes, toutes les heures, se dégourdir un peu les jambes. Ça active la pompe circulatoire, ça remet du confort dans les jambes. Généralement, en fin de journée, avec le lipœdème, assise toute la journée, les jambes sont très douloureuses. Ok, on pourrait se dire, oui, mais si je marche, ça va peut-être être pire encore. Mais non. De toute manière, en fin de journée, tu seras gonflé. Voilà, okay. Donc, autant que ce soit associé à quelque chose de bénéfique, plutôt que associé à quelque chose qui va faire du mal au corps, quoi. Ça, ouais. De toute manière, oui. De toute façon, quand on a un lipœdème, on sait très bien qu'on va se mettre debout le matin. Les jambes, elles sont comme ça. En fin de journée, elles sont comme ça. De toute manière, on peut rien y faire. Il y a des petites choses qui peuvent remettre du confort, mais c'est le propre de la maladie, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la méthode chirurgicale maintenant ? Ouais, alors je vais rapidement là-dessus parce que c'est pas trop mon domaine. Il y a des chirurgiens qui se sont expérimentés dans cette prise en charge. L'objectif, c'est de retirer le tissu graisseux atteint de lipœdème. Donc on ne guérit pas parce qu'on peut pas renlever tout le tissu graisseux, il y a toujours une petite base qui reste, mais on amène la patiente à un stade antérieur de la maladie. Donc voilà, ouais. C'est comme si elle revenait à un stade 1. Ouais, ça se prend quand même. Ah bah oui. Oui. Le problème, c'est qu'il faut plusieurs interventions. On ne peut pas tout renlever d'un seul coup. Généralement, il y a très peu de chirurgiens qui proposent ça. C'est assez dangereux pour la santé. Il peut y avoir des chocs hypovolémiques. Voilà, c'est vraiment, vraiment dangereux. On vient renlever une grosse quantité de fluide, en fait. On saigne beaucoup, en plus, sur ces interventions. Donc, c'est 3-4 interventions différentes. En anesthésie totale ? Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, j'ai une clinique en tête, mais je pense qu'elle fonctionne tout un petit peu comme ça, qui vont essayer d'aller sur je ne sais pas comment ça s'appelle cette pratique-là, où on reste réveillé, finalement. Quelques petits anxiolytiques pour que ça aille bien. Et puis, ils vont endormir les poings au niveau des jambes. Et puis, il y en a certains qui vont proposer une anesthésie générale. Okay. Les cliniques que je connais laissent le choix aux patientes. Comment tu le sens ? Bon. Ok. Donc, efficace quand même ? Efficace si on est entre de bonnes mains. Parce que malheureusement, le lipœdème, ça fait parler aujourd'hui. Et en France, c'est pas reconnu. C'est des chirurgiens esthétiques qui font ce type d'opération. Par exemple, en Allemagne, où il y a une prise en charge, c'est des chirurgiens vasculaires. Donc, chirurgien esthétique, ça ne veut pas forcément dire qu'il va faire n'importe quoi. Il y a des bons chirurgiens, mais il y a moins la main. Il y a quand même une méthode à avoir pour préserver le système lymphatique, pour être certaine de garder une harmonie au niveau de la jambe. Donc, il faut aller quand même sur des personnes qui sont expérimentées. Et à mon sens, et ça n'engage que moi, sur des personnes qui ne font que ça, pour qui se sont vraiment spécialisées, quoi. Ça, c'est pas pris en charge non plus ? Pas du tout. Ça coûte combien ? Une intervention, sachant qu'il y en a 3 ou 4 qui doivent être faites, c'est aux alentours de 5 à 6 000 euros. Sans compter qu'il faut acheter pour chaque intervention 2 collants dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'à chaque fois, la jambe va changer. Et vu que c'est des collants sur mesure, il faut les refaire à chaque fois. Et qu'il va y avoir des drainages lymphatiques qui vont être faits 3 fois par semaine pendant plusieurs semaines en post-opératoire. À tes frais aussi. Tout dépend de comment on a monnayé avec le médecin. Donc c'est pas accessible à tout le monde, en fait. C'est ça le problème. C'est pas accessible à tout le monde économiquement. Il y a des femmes qui font des prêts. Elles font des prêts à leur banque, un prêt à la consommation. Elles n'ont pas le choix. Il y a des femmes qui n'y accéderont jamais. Et puis, il y en a même certaines qui ont l'argent, qui pourraient avoir l'argent, mais qui ne le font pas parce que c'est une intervention qui est extrêmement douloureuse et invalidante. C'est plusieurs semaines où on ne peut pas aller travailler. On ne peut pas marcher beaucoup non plus. On ne peut pas marcher, des petits pas, c'est très douloureux, on saigne beaucoup, on rentre à la maison, on continue de saigner, il y a des points qui restent ouverts pour évacuer des liquides. Enfin, je veux dire, c'est un sketch. Les femmes, elles se font opérer en Allemagne,
elles reviennent dans leur voiture, les jambes sur le tableau de bord au niveau sécurité routière, zéro, avec des essuie-tout pour absorber des grosses crocs parce que tu peux pas mettre tes chaussures. Enfin, c'est hyper, hyper, hyper douloureux. Et tu es tranquille combien de temps? Parce que tu dis que ça revient, donc... Il y a aujourd'hui, dans les faits, si on est opéré par un médecin expérimenté, un chirurgien expérimenté, on est censé limiter le risque de récidive. Okay. Encore faut-il avoir un poids stable et c'est pas garanti. Je veux dire, personne ne peut garantir aujourd'hui que son poids sera le même dans 5 ans, dans 10 ans. La principale problématique, c'est pas forcément la récidive dans les opérations du lipœdème, c'est plus que le lipœdème après se développe ailleurs. Ah, le corps, il a décidé d'avoir son lipœdème. Hein. Il est bien accroché, là. Il est bien accroché. Donc, en fait, quand la personne se fait opérer, c'est le moment, généralement, on dit « Ah, je commence à prendre au niveau des bras. Ah, je commence à prendre au niveau du cou. Ah, au niveau du ventre. J'ai mon ventre qui gonfle. » Généralement, c'est des femmes, pour rappel, qui ont des bustes fins. Elles se font opérer, et puis là, d'un coup, la morphologie change. Donc, j'ai passé des années à être insatisfaite de mon corps, à être focalisée sur mes jambes. Maintenant, c'est mon ventre qui me pose problème. Donc, ça tourne en rond. C'est malheureusement à savoir. On n'en a pas parlé du poids. Parce que, est-ce que c'est un facteur qui peut améliorer le lipœdème, de perdre du poids? Donc, tu as parlé de ton expérience. Ouais. Qui, en l'occurrence, est plutôt mauvaise. T'as fait tout ce que tu pouvais, t'es allé au poids le plus bas que tu pouvais atteindre, et ça n'a pas amélioré ton lipœdème. Ouais. Quelles sont les recommandations alors par rapport à ça? Chez les femmes en surpoids ou en situation d'obésité, pour remettre du confort, on sait que la perte de poids, ça peut aider. Après, c'est toujours une histoire d'équilibre. Parce que, est-ce que on va recommander à cette femme-là de perdre du poids? Elle est en surpoids, en obésité. On sait que la perte de poids améliorerait son confort. Mais le risque derrière, c'est qu'elle reprenne. Et à chaque fois qu'il y a un risque de reprise de poids, le lipœdème, lui, il se dit « Chouette, j'y vais, je progresse encore un petit peu ». Donc, c'est toujours délicat. Proposer de la perte de poids, pourquoi pas? Mais sûrement pas avec des régimes, des méthodes conventionnelles de déficit calorique. Enfin voilà, il faut travailler de manière le plus bienveillante possible, quoi. Donc tu veux dire induire le déficit sans avoir l'impression de faire une action pour? C'est ça que tu veux dire, oui, quoi. C'est un peu l'idée. Après, c'est une position, on va dire, personnelle sur la gestion du poids. Moi, j'ai dans l'idée que le poids, en tant que diététicienne, même avant, quand les gens venaient me voir et que c'était pas une histoire de lipœdème, j'essaye toujours de traiter les causes de la suralimentation. Pour moi, c'est la seule manière viable et durable de pouvoir gérer un poids sur la durée. Donc, proposer à quelqu'un de manger tant de calories, on le sait, dans les faits, la plupart des gens, ça marche sur le court terme. Ça ne marche pas sur le long terme. Donc, amener une personne à aller sur ce type de prise en charge diététique pour la faire perdre du poids, là, on sait qu'en termes de bénéfices-risques, il y a plus de risques que de bénéfices. Par contre, l'amener à travailler sur des facteurs de suralimentation et à se dire derrière, on verra ce que ça donne. C'est plus long, c'est plus incertain, mais c'est moins risqué. Ok. Après... comme je disais tout à l'heure, c'est des femmes avec des comportements alimentaires qui sont très instables, très dérégulés. Donc, souvent, la priorité absolue, ça reste quand même d'apprendre à équilibrer le poids, en fait. Ne serait-ce que ça. Il y a des yo-yo ascendants depuis de nombreuses années, ne serait-ce que juste la mettre en équilibre. Ouais. Mais c'est toujours aussi une histoire d'adhésion avec le patient, parce que si celle-ci consulte et qu'elle veut perdre du poids, et à un moment donné, il faut trouver aussi un terrain d'entente. Mais comment te dire ça? Le poids, la perte de poids n'améliore pas systématiquement. Non, tu disais, ça dépend d'où part la personne. Donc, chez des femmes obèses, ça améliorera. Ça améliorera quand même. Ok. Ouais. Mais c'est compliqué parce que au fur et à mesure que ces femmes-là font le yo-yo, au fur et à mesure qu'elles perdent du poids, reprennent du poids, perdent du poids, il y a un effet un peu paradoxal qui vient se mettre en place. C'est bon. Pour une femme qui a pas un lipœdème, on sait qu'elle perd sa masse musculaire et progressivement, ça se remplace par de la masse grasse au fur et à mesure de son yo-yo. Mais chez une femme atteinte de lipœdème, à chaque fois qu'elle fait le yo-yo et qu'elle reprend du poids,
vient créer du nouveau tissu graisseux malade. Sauf que ce tissu graisseux malade, il est peu réceptif aux méthodes de restriction énergétique. Donc, plus la personne fait le yo-yo, plus son corps est constitué en termes de proportion de tissu malade, parce que ça, je ne l'ai pas dit encore, mais dans le corps, il y a du tissu malade et il y a du tissu sain. Donc, au début, elle part avec une certaine quantité de tissu sain, et au fur et à mesure du yo-yo, ça va être remplacé par du tissu malade en grande quantité. Donc, au bout d'un moment, on se retrouve à créer n'importe quel déficit calorique de la planète, elle ne perd pas. Parce qu'elle n'enlève pas le tissu malade, en fait. Oui, parce qu'en fait, il est peu réceptif. Donc, pour pouvoir l'atteindre, il faudrait s'affamer. Il faudrait aller encore plus bas. Sauf que ça, c'est encore pire pour le comportement alimentaire et puis en termes de viabilité, quoi. Donc, plus elles vont prendre du poids à force de régime, moins elles répondent au régime. Et c'est pas une histoire de elle n'est pas en déficit calorique. Non, mais si, mais c'est qu'elle a un corps qui fonctionne différemment au bout d'un moment. Et le déficit calorique, il faut qu'il soit vraiment agressif au bout d'un moment. Donc, c'est des femmes qui me disent, mais moi, j'ai testé tel régime, je l'ai fait plein de fois, et plus je le fais, là, et maintenant, je prends même du poids en le faisant, quoi. C'est catastrophique. Comment tu arrives à... On en parlait en off, mais c'était très intéressant, donc j'aimerais bien que tu en parles là aussi, à faire comprendre à tes patientes qu'il y a du bon qui peut sortir du lipœdème, comme il y a du bon qui peut sortir d'un diagnostic de SOPK ou d'autres choses, parce que si on est honnête, c'est un petit peu déprimant. Complètement. De se dire, j'aurai mon lipœdème, même si je me fais opérer, on ne sait pas trop comment ça peut évoluer, etc. Oui. Je comprends totalement qu'il y ait des patientes qui se retrouvent complètement démunies, désespérées, déprimées, etc. Tout à fait. Comment, toi, dans ta prise en charge, tu arrives un petit peu à retourner la situation ? À leur faire parfois voir le ciel bleu. Ouais, c'est important. Oui, c'est important parce que c'est une pathologie qui atteint énormément la santé mentale. On en a peu parlé, mais la situation psychologique de ces personnes sont souvent catastrophiques. Beaucoup d'anxiété, dépression, de la honte du corps, un aspect social aussi très fort. Elles ont mal, donc les sorties avec les copines, sorties en famille, jouer avec ses enfants au parc, c'est pas possible, ou c'est très limité. Vouloir aller à un concert le soir après sa journée de travail, non, on va se dire non, j'ai pas envie. Alors en fait, on en meurt d'envie, c'est juste qu'on se dit qu'on va pas pouvoir gérer. Donc il y a un retentissement très fort sur le psychologique, sur la santé mentale. Et tout ça, effectivement, si on se concentre uniquement là-dessus, ça nuit gravement à notre vie, à la qualité de notre vie. Et moi, ce que j'aime bien dire en consultation, et c'est vraiment, on a le choix de voir les choses comme on a envie de les voir. Oui, c'est dégueulasse. Oui, c'est une maladie, excuse-moi du terme, de merde. En plus, on vit dans un milieu grossophobe à souhait, donc c'est la maladie parfaite pour être dans le collimateur de notre société actuellement. Donc, on n'a pas choisi d'être là, et on peut le voir de différentes manières. On peut se victimiser et ne voir notre maladie qu'à travers le prisme de ses inconvénients. Et se dire, oui, c'est injuste, ma vie est gâchée à cause de cette maladie, et tout faire en fonction de ça. Mais le fait de se placer dans ce type de positionnement ne nous donne aucune sorte de pouvoir possible sur cette maladie ou sur l'amélioration de notre condition. Quand on se place en condition de victimisation, c'est rassurant, parce qu'on se dit qu'on n'y est pour rien, ça nous déresponsabilise, mais le revers, c'est que comme ça nous déresponsabilise, c'est difficile d'améliorer la situation. Et il y a des femmes qui sont bloquées, que ce soit pour le lipœdème, mais tu parlais tout à l'heure du SOPK, endométriose, cancer, enfin je veux dire, c'est valable pour toutes les maladies finalement. Il va y avoir un placement de victimisation qui fait que la personne, en surface, elle aimerait bien
aller mieux. Donc, elle va potentiellement prendre rendez-vous avec une diététicienne, un médecin, faire du sport, je ne sais quoi. Mais il n'y aura jamais le résultat derrière en termes de durabilité ou de motivation, parce que il y aura toujours ce truc de oui, mais ma vie est nulle. Enfin voilà, on rentre dans un côté motivationnel très bas, de surface, qui tient pas, et ça tourne en rond. On a aussi la possibilité de se dire oui, c'est nul. Oui, je préférais avoir d'autres jambes que ça. Oui, en vrai, je préférais ne pas avoir mal, bien évidemment. Bien évidemment. Et aussi accepter que parfois, il y a des jours où je vais peut-être rester au lit, il y a des jours peut-être que je vais pleurer. Mais malgré tout, mes jambes me portent. Malgré tout, même si je suis limitée dans ma mobilité, j'en ai des jambes. Je veux dire, il y a des gens qui n'en ont pas. Je peux marcher. Même si c'est difficile et que la mobilité est un vrai problème chez les femmes atteintes de lipœdème, comme toute personne digne de ce nom, on peut se réadapter à l'effort. Avec la douleur, avec l'inconfort, oui, mais on peut, vraiment. Et le fait de se dire qu'il y a un côté bénéfique, j'ai des patientes qui me disent que grâce au lipœdème, elles prennent soin de leur santé, elles apprennent à se reposer, elles apprennent à manger bien pour eux, bien pour leur famille, qu'elles font du sport qu'elles n'auraient peut-être pas fait si la maladie n'avait pas été là. De juste percevoir que cette maladie, il n'y a pas que ça. D'une part, elle peut entraîner des choses positives, mais en plus de ça, il y a d'autres choses dans notre vie qu'on peut vivre malgré tout avec, et qu'il ne faut pas attendre que cette maladie soit sous silence pour passer à l'action et pour avoir l'impression que notre vie elle a du sens, quoi. Donc il y a deux positionnements à avoir, celui de victimisation, celui où on reprend ce qu'on dit en anglais, empowerment. Là. Ouais. Et ce qui n'empêche pas que cette deuxième position où on reprend du pouvoir, que des fois, oui, on va le vivre de manière très difficile. C'est pas psychologie positive où je vais bien, tout va bien et je fais et j'aime mon corps. On peut être dans cette situation 2 où on avance, où on se sent efficace, et pour autant on se regarde dans la glace et on s'aime pas. Et c'est pas incompatible. Hyper important et à garder en tête pour les diètes qui écoutent aussi, d'avoir cette honnêteté d'aborder le sujet aussi avec les patients, parce que ça peut provoquer des déclics chez eux quand même. C'est un gros blocage. C'est une position qui est normale, je pense, dans le processus d'acceptation de la maladie, à un moment donné, de se placer dans cette position-là de manière temporaire, le temps de faire le point, et puis de vivre émotionnellement ce truc qu'on n'a pas envie de vivre, qui est douloureux, c'est important. Mais il y a un moment donné où c'est important si on veut que les choses avancent. Après, c'est individuel à chacun. Il y a des gens qui sont peut-être très bien dans cette position-là et qui ont envie d'y rester. Mais si on a envie que les choses avancent et qu'il y a des choses qui se passent dans l'assiette, dans l'hygiène de vie, ou juste dans sa vie et la qualité qu'on va avoir avec sa vie, ça va être de sortir de ça pour aller sur où aller ma zone de pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, pour prendre soin de moi, pour avoir une vie qui a du sens, tout simplement. Tu as écrit un e-book. Yes. On peut télécharger gratuitement en plus. Oui. Je l'ai lu. Ah, tu l'as lu? Ouais, je l'ai téléchargé, je l'ai lu. Ok. Donc, il est top, parce que je l'ai vraiment lu, donc je sais de quoi je parle. Donc, c'est disponible quand on va sur ton profil Insta. Donc, ton profil Insta, c'est Yes. diète-nature. Ouais. On l'indiquera. Et rien à voir avec lipœdème. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, tiens. Il y a un petit lien, il faut cliquer, puis on arrive sur prendre une consulte avec toi et aussi téléchargement de cet e-book. Ouais, tout à fait. Donc, je vous conseille vivement de le lire, même si vous n'avez pas de lipœdème, en fait. Parce que moi, j'ai appris des choses aussi. Je pense qu'en tant que diététicien ou diététicienne qui a envie de savoir quelle stratégie adopter, j'avais vraiment à cœur en écrivant cet e-book d'adapter de manière semi-individuelle, semi-contextuelle, les recommandations à la personne qui est en face. On n'est pas tous au même niveau. Donc, il y a un truc un peu ludique. Des petits tests. Voilà, c'est pas un livre, un e-book à lire du début à la fin. On va piocher certains trucs à certains endroits. Et j'ai passé un nombre incroyable d'heures et de mois à travailler là-dessus. Pour moi, c'est un livre. Pour moi, c'est un livre, vraiment, que j'ai choisi
d'offrir, parce qu'aujourd'hui, la prise en charge diététique est catastrophique pour les femmes atteintes de lipœdème. Et je me dis, c'est une manière de donner de l'information. Ouais. Voilà. Il y a les consultations, mais moi aujourd'hui, je suis hyper bookée, les temps d'attente sont très longs. Donc en attendant, si on peut travailler avec quelqu'un d'autre, grâce à cet e-book ou juste tout seul, c'est toujours ça de prix, quoi. Ok, mais trop bien. Quel serait ton mot de la fin? Ah, mon mot de la fin. Ce qui va compter dans les années à venir, c'est qu'on améliore cette reconnaissance de cette maladie. C'est pas une maladie à la mode. C'est pas une déresponsabilisation des patients pour justifier qu'ils soient en surpoids ou obèses. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en surpoids et obèses, qui sont atteintes de cette maladie. C'est une vraie maladie. Et en fait, je pense que les femmes atteintes de lipœdème ont juste envie qu'on les entende, qu'elles sachent qu'on les écoute, qu'on les prend en considération. Et puis c'est tout, en fait. Déjà, ne serait-ce que ça, okay. Ça serait déjà énorme. Et on a notre petite carte à jouer, nous aussi, en tant que pro de santé. Et je pense qu'après avoir écouté ce podcast, déjà, on saura comment mieux aborder la chose si jamais on a un patient atteint de lipœdème. On saura comment l'orienter aussi, peut-être pour accélérer le process de diagnostic et de prise en charge, quoi. Merci beaucoup, Aurélie. Avec plaisir.